Monsieur Diouf, dans la déclaration finale de la 3e conférence ministérielle de l'APA, l'Alliance politique africaine, tenue le 2 juin à Lomé, vous affirmiez que la stabilité, la prospérité de l'Afrique passe par la maîtrise souveraine des domaines de défense, de sécurité. Pour vos 3 pays, quels sont vos faits d'armes en matière de souveraineté relativement aux moyens, aux stratégies de défense et de sécurité? Aujourd'hui, nos pays ont fait des sauts qualitatifs importants malgré la désinformation pour renforcer la sécurité, intensifier la lutte contre les groupes terroristes. Mais ce qui est important, c'est que nos pays ont pris en main notre défense et notre sécurité. Nous avons défini collectivement des actions à mener ensemble en tant que Confédération des États du Sahel. Et aujourd'hui, au-delà des opérations conjointes qui sont conduites par nos forces de défense et de sécurité, nous évoluons vers la mise en place d'une force unifiée pour vraiment mutualiser l'ensemble des moyens. Et au mois de décembre dernier, nous avons décidé, en tout cas nos ministres de la Défense sous la conduite de nos chefs d'État ont décidé que l'espace du Burkina Faso, du Mali et du Niger sera considéré comme un théâtre d'opération unique et les efforts sont accentués. La pression est très forte aujourd'hui contre les groupes terroristes. Des succès importants sont remportés. Et naturellement, le terrorisme auquel nous faisons face aujourd'hui est aussi en pleine évolution parce qu'il s'agit pas de groupes isolés que nous combattons. La nature a changé. Les partenaires comme la France ou d'autres avec lesquels nous avons des différends politiques profonds se sont mués en soutien clair à des groupes terroristes auxquels ils apportent conseil, moyens logistiques, soutien, en aidant même à ce que certains pays voisins puissent héberger ces groupes. Et aujourd'hui, nous savons qu'avec l'Ukraine et certains pays voisins, des formations sont données à ces groupes terroristes avec des équipements, y compris en drone. Mais cela ne nous dissuade pas, nous allons continuer les efforts et aujourd'hui, je peux vous dire que nos pays contrôlent leur territoire, comme cela n'a pas été le cas où il y avait des groupes, dans le cas spécifique du Mali, où des groupes tenaient des pans importants de nos territoires nationaux. Aujourd'hui, nous avons récupéré ça, nous continuons. Et naturellement, aujourd'hui, dans le cas du Mali, vous avez suivi plus récemment, ce terrorisme-là a pris d'autres dimensions. On ne s'attaque plus à des cibles dures comme les camps militaires, etc. Mais on s'attaque aux populations civiles, on s'attaque aux infrastructures civiles, les usines, on s'attaque aux chantiers de construction de routes, on s'attaque aux camions-citernes qui approvisionnent le pays. Quel est l'objectif recherché? Parce que ces camions, c'est l'argent des citoyens maliens, des opérateurs privés maliens qui vont acheter de l'hydrocarbure pour les populations maliennes. Donc on peut se demander, ces groupes-là cherchent quoi en définitive? Donc il y a cette évolution, mais nous nous adaptons, nos stratégies s'adaptent. Ce qui est sûr, c'est que nos populations ont compris ce qui est en jeu et nos populations sont derrière les forces de défense et de sécurité et nous demeurons déterminés à poursuivre ce combat jusqu'à une pacification complète de notre espace, mais dans un esprit de solidarité et dans une combativité de tous nos pays. Pour ouvrir une parenthèse sur la question du carburant, est-ce que c'est le retour à la situation normale aujourd'hui à Bamako? Il y a des perturbations, ça il faut le reconnaître, parce que bon, il y a eu des camions qui ont été détruits et l'État est en train de se réorganiser et d'apporter des escortes militaires pour ces convois. Naturellement, cela demande une certaine organisation, ce qui peut affecter la fluidité qu'on avait. Le nombre de camions qui passaient par jour va nécessairement diminuer pour pouvoir entrer dans le schéma logistique des forces de défense et de sécurité pour pouvoir accompagner. Vous avez vu il y a quelques jours des convois importants de 300 camions citernes qui sont entrés à Bamako, escortés par les forces de défense et de sécurité. L'État malien, les forces de défense et de sécurité feront tout pour assurer un approvisionnement. Et ces perturbations ne nous dissuadent pas. Je crois que la population comprend et salue les efforts des forces de défense et de sécurité parce que nous estimons que notre pays va continuer à avancer, à assumer ses choix. Et nous sommes dans une guerre par procuration. Parce qu'aujourd'hui, ces groupes, avec leurs sponsors étatiques étrangers, ont décidé d'asphyxier économiquement
nos pays qui ont montré une capacité de résilience extraordinaire. Et cette capacité de résilience va continuer. Et nous demeurons déterminés à rester debout, à assurer le fonctionnement de nos États et à faire en sorte que nous puissions combattre et éradiquer ces groupes qui n'ont aucun agenda que de répandre le malheur, la destruction. Et voilà. Monsieur Sangaré, il a été dit à une certaine époque par quelqu'un qui sait de quoi il parle, que les forces terroristes sont mieux équipées, sont mieux armées que les forces armées nigériennes. Est-ce que vous avez pu faire des progrès avec le renversement du régime? Est-ce que les forces armées nigériennes ont acquis des capacités supérieures aujourd'hui? Est-ce qu'elle est souveraine, l'armée nigérienne? Donc, nous, ce qu'on a fait après le coup d'État, maintenant que nous avons des leaders patriotiques qui sont jaloux de la souveraineté et de l'indépendance de notre pays, nous avons fait partie d'abord les bases. Parce que si nos armées sont restées faibles, mal équipées, si elles le sont, moi je ne crois pas que nos armées étaient faibles, peut-être sous-équipées. Mais notre armée, elle est animée par des fils du pays, des patriotes, des militaires qui ont l'amour du pays et qui c'est pas pour la première fois qu'ils défendent le territoire national. Donc, mais il y avait des contraintes. Donc la première contrainte, c'était les bases militaires. Il y en avait, je ne sais même plus combien au Niger. On les a fait toutes partir. Et à partir du moment que ces bases sont parties, parce que jusque-là, c'était de la sous-traitance, quand notre armée, à la limite, on nous disait ne vous en faites pas, on va vous défendre. Mais depuis quand un pays peut sous-traiter, un pays indépendant peut sous-traiter sa sécurité, c'est impensable. Donc nous avons fait partie des bases militaires. Quand on a fait, ça a eu 2 ou 3 avantages. Le premier, c'est le fait que notre armée ait gagné en autonomie. Avant, quand il y a une attaque, il fallait attendre que le blanc qui donne l'ordre, il n'était jamais pressé de le faire. Deuxièmement, ça nous a fait ressortir la nécessité d'équiper davantage notre armée, qui était sous-équipée. Donc le fait que nous ayons pris conscience et accepté de prendre en main notre sécurité, il nous fallait acquérir des armements qui nous permettent de faire face, pas aux terroristes. Les terroristes, c'est des... Non. Nous, la guerre qu'on mène, c'est contre la France. C'est clair. Ces armements, les types d'armes... Depuis quand vous avez vu un terroriste qui n'a jamais été à l'école manipuler des drones ou avec des armes de dernière génération? Donc, notre combat, c'est pas une guerre. Nous ne sommes pas en guerre contre le terrorisme, nous sommes en guerre contre la France. C'est clair. Ou si nous sommes en guerre contre le terrorisme, nous sommes en guerre contre un terroriste qui est sponsorisé par procuration. Donc, le départ de l'armée française nous a permis aussi de couper les sources d'approvisionnement. Les terroristes, ils ont de plus en plus de mal à s'approvisionner. C'est pourquoi maintenant ils s'attaquent aux stations d'essence, ils s'attaquent aux services partout où on peut stocker, il y a un stockage isolé de carburant, ils s'attaquent parce qu'ils ont des difficultés pour ça. Or avant, ils avaient l'essence à la demande. Et pas seulement l'essence, la nourriture, ils avaient aussi le renseignement, la formation, l'assistance technique, tout. Donc ça a rendu les choses plus compliquées. Nous savons que jusqu'ici ça continue. Nous avons des services de renseignement qui le suivent. Donc ça c'est le deuxième avantage. Le troisième avantage qu'on a tiré, c'était le fait qu'on mutualise nos forces. Si la France était là, jamais on n'aurait pu nous mutualiser, avoir cette force unifiée là. De 5000 hommes. De 5000 hommes. Même les opérations conjointes, on n'aurait jamais pu les conduire. Aujourd'hui,
nos forces elles ne peuvent même pas vous dire combien de forces d'opérations conjointes elles ont eu à conduire. Oui, mais comment allez-vous résoudre le problème de financement de cette armée unifiée, alors qu'au G5 Sahel, par exemple, vous avez passé plusieurs années sans engranger un seul centime. Mais c'est que la politique de l'AES, c'est que nous faisons la politique de nos moyens. Nous n'attendons rien de personne. S'il y a un pays qui veut nous venir en aide, il est le bienvenu. Mais a priori, c'est-à-dire nous comptons d'abord sur nos propres moyens. Et nous mettons plus de 25-30% de nos budgets pour équiper. On en a fait une priorité. Avant, ça n'était pas une, parce qu'on se disait qu'il y avait des étrangers, il y avait de la force française, il y avait la force Barkhane et tout ça là, qui était là pour... Donc le G5 a échoué parce que le G5 n'a pas été conçu pour combattre le terrorisme. Le G5 n'a pas été conçu pour... C'était un bébé mort, il n'était pas conçu pour vivre. Donc nous aujourd'hui, les trois pays, qu'on le veuille ou pas, nous sommes en train d'engager des résultats sur le terrain. Donc, et ça, c'est grâce essentiellement à la mutualisation de nos efforts. Les déclarations d'Abdoulaye Diop reflètent une volonté affirmée des États membres de l'AES, et en particulier du Mali, de s'émanciper de la dépendance à l'aide extérieure pour tracer leur propre trajectoire de développement. Cette affirmation traduit un tournant stratégique et symbolique. Il ne s'agit pas seulement d'une posture politique, mais d'une déclaration d'indépendance économique et diplomatique face aux influences traditionnelles, qu'elles soient bilatérales ou multilatérales. En soulignant la nécessité de « prendre leur destin en main », Diop met en avant l'idée que la souveraineté nationale ne se limite pas aux frontières et à la sécurité, mais inclut également le contrôle des politiques économiques, sociales et environnementales. Cette démarche s'inscrit dans un contexte où de nombreux pays africains ont souvent été contraints de modeler leur politique en fonction des exigences des bailleurs de fonds internationaux, que ce soit par le biais de prêts conditionnés, de programmes d'ajustement structurel ou de partenariats de développement jugés asymétriques. Le Mali et ses partenaires de l'AES semblent vouloir rompre avec ce modèle, en cherchant à développer des capacités internes de financement, de production et de gouvernance, afin de réduire leur vulnérabilité aux pressions extérieures. Cependant, cette ambition pose également des défis majeurs. Se détacher complètement de l'aide internationale nécessite des ressources internes solides, une stabilité politique durable et une stratégie économique cohérente. Les propos de Diop peuvent donc être interprétés comme un signal fort à la fois aux populations locales, pour mobiliser un sentiment d'unité et de responsabilité collective, et aux partenaires étrangers, pour réaffirmer que l'époque de l'assistanat est révolue.